Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Et nous avons la chance dans notre service de pouvoir explorer des sportifs, que ce soit des patients jusqu'aux sportifs de très haut niveau. Donc je suis ici pour partager avec vous un atelier sur l'exploration à l'effort avec analyse et échange gazeux chez un sportif dans le cadre d'un atelier qui est sponsorisé par TSC France, anciennement Adhesia, et on va pouvoir voir un peu les spécificités qu'il y a pour la réalisation d'une épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux. On peut appeler ça le CPX test, c'est le terme classique pour les cardiologues. Les pneumologues, c'est l'EFX test. Et donc, un CPX test chez le sportif, en tenant compte, bien sûr, des conditions de sécurité un peu particulières actuellement, conditions de sécurité qui nous forcent à vous présenter un atelier en visio. Alors, c'est un peu moins sympa que quand on est tous ensemble, mais au moins, on va pouvoir échanger un petit moment. Alors, l'épreuve d'effort avec analyse échange gazeux, ce fameux CPX test, il fait un peu peur aux cardiologues. Pourquoi il fait un petit peu peur aux cardiologues? Parce que ça fait rappel à la physiologie. Et la physiologie, quand on est médecin, c'est assez lointain, donc on a oublié. Alors que c'est la base de la physiologie, parce que tout simplement, je vous rappelle que pour que nous vivions, on est forcé de consommer de l'oxygène, donc c'est la base de tout. Alors, pour faire les différentes mesures qui vont nous permettre de calculer la consommation d'oxygène, on va avoir besoin, bien sûr, de matériel. Donc, comme matériel, il va déjà y avoir un débitmètre. Un débitmètre qui va nous permettre de calculer, de mesurer plus exactement, la ventilation que le sujet va avoir. Pour ça, j'ai un débitmètre qui est une turbine. Ici, alors vous ne le voyez pas, mais il y a une turbine qui tourne à l'intérieur avec des ailettes. Vous voyez qu'il y a deux sens. Ici, vous avez un sens avec une grille. Ici, il n'y a pas de grille. Alors, vous ne trompez pas, le sens avec la grille va vers le patient. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous soufflez, vous avez un air turbulent et la grille va faire passer un air laminaire. Et donc, la turbine, les ailettes vont mieux tourner que dans l'autre sens. Donc ça, il ne faut pas se tromper. Donc, ça sert à quelque chose, la grille. Il ne faut pas s'amuser à l'enlever. Il vaut mieux la laisser. Ensuite, cette turbine, je vais la mettre dans un capteur de débit, un capteur optique de débit, en veillant bien à le mettre dans le sens du patient. Donc la bouche du patient va être là, comme ça son air va bien être modifié. Et puis il va y avoir donc un capteur optique qui va mesurer le nombre de tours de la turbine et comme ça me donner le débit. Là-dessus, je vais rajouter un système qui va me permettre de capter l'air expiré. Alors cette turbine, elle a un double avantage, c'est que d'abord, grâce à ce système que je vous ai montré de turbine, eh bien, il va y avoir une linéarité tout au long de la ventilation qui va être réalisée. Et puis par ailleurs, elle est particulière parce qu'elle supporte très bien l'humidité, c'est-à-dire que si jamais pendant l'effort, le sujet crache un petit peu ou éjecte un tout petit peu de salive, eh bien, quelques tours après, il va y avoir un assèchement immédiat. Ici, comme vous le voyez sur le système qui va me permettre de prélever l'air expiré, vous avez deux tubes. Vous avez un tube ici qui prend l'air expiré et puis un autre tube ici qui emmène de l'air sec que la machine va envoyer. Alors, je vous ai mis ici ce que l'on voit aussi sur la machine quand on va un petit peu regarder ce qui se passe dedans. Vous voyez le baromètre, c'est la pression barométrique à Rennes aujourd'hui. La température dans la pièce, 23,3 degrés, ce qui me permet de vous rappeler qu'au-dessus de 25 degrés, normalement, vous ne pouvez pas faire un test d'effort. Donc, il faut aérer les pièces, avoir un ventilateur ou une climatisation. Vous avez aussi la saturation. Et voyez, vous prendrez quand même vous allez faire attention, on est quand même en Bretagne, très, très faible humidité, 36%, il faut le noter, je le note. Et là, l'altitude, 38 mètres au-dessus de la mer à Rennes. Donc comme ça, on va avoir tous ces paramètres. Ces paramètres, vous pouvez les vérifier de temps en temps, pour vérifier, parce que nous, on a d'autres thermomètres dans la pièce, pour vérifier, on a un baromètre aussi. Donc les gaz vont arriver dans les analyseurs. Là, c'est un système Vintus CPX, l'ancien Jaeger, que je suis l'un des seuls à connaître encore, non, je plaisante. Et donc, ce système va nous permettre d'avoir nos analyseurs. On met dessus un saturomètre qui va nous permettre de vérifier la saturation pendant l'exercice, puisque les sportifs de très haut niveau, c'est plutôt les vétérans, mais les sportifs de très haut niveau vétérans peuvent désaturer à l'effort. Nous, le record, c'est 82% quand même de saturation d'oxygène chez un
un vétéran de très haut niveau. Alors je vous rappelle juste entre parenthèses que s'il est asymptomatique, ce n'est pas grave, il peut continuer à faire du sport. Et puis vous avez aussi un système qui va vous permettre de mesurer la pression artérielle automatiquement, c'est-à-dire que c'est calibré au départ, et il va y avoir des mesures automatiques qui vont se faire. Donc une fois qu'on va avoir enregistré tous les paramètres qui vont nous permettre de calculer la consommation d'oxygène, on peut regarder ce que l'on va avoir sur l'écran. Sur l'écran à droite, vous avez l'électrocardiogramme Cardiolex, qui peut être enregistré grâce à un fouet qui vous permet ici d'avoir toutes les dérivations qui sont à votre disposition. Vous allez avoir dans la partie gauche de l'écran, vous allez avoir tous les paramètres de la ventilation qui vont apparaître avec aussi la saturation comme on l'a vu avec le saturomètre tout à l'heure. Donc la première étape, puisqu'on a parlé de rigueur, ça va être d'étalonner notre machine. Et la machine, pour l'étalonner, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais fait, de le faire à la place de votre technicien ou de votre infirmier ou infirmière. On va commencer par l'étalonnage volume. Donc on va cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va donc avoir ici une courbe qui va nous donner ici un débit en litres par seconde. Et puis ici, vous avez le temps. Donc on va faire passer, parce qu'on va faire un étalonnage automatique, on va faire passer un débit connu, c'est-à-dire qu'on a donné à la machine le débit qu'il va y avoir. Donc si vous ne faites pas cet étalonnage, et là j'insiste là-dessus, chaque fois que vous changez votre turbine qui est ici, eh bien vous vous trompez. Parce que chaque fois qu'on change la turbine, toutes les turbines n'ont pas la même réponse à la vitesse à laquelle le souffle va être envoyé. Donc ne vous trompez pas, chaque patient, nouvelle turbine, chaque nouvelle turbine, étalonnage. On verra que ce n'est pas exactement la même chose pour l'analyseur des gaz. Alors je reviens à l'étalonnage. Je mets que les coefficients vont être conservés. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais là, vous voyez, c'est un haut débit 2 litres par seconde. Donc c'est quelque chose qui va quand même assez vite. Ça fait 120 litres minute. Ce qui me permet, pendant que ça tourne, de vous rappeler une chose, c'est que quand vous voulez avoir une machine qui analyse la consommation d'oxygène chez des gens qui font du sport, ce n'est pas 120 litres minute qui ventilent les champions. C'est 180, 200 litres minute. Donc il faut que vous ayez quand même un système de débitmètre qui vous garde la linéarité jusqu'à 200 litres minute. Ce qui n'est pas le cas de toutes les machines qui sont dans le commerce. Donc il faut bien savoir, si vous avez les insuffisants cardiaques, ce n'est pas un problème très important, mais par contre, effectivement, il vous faut quand même des machines qui soient validées pour des hauts débits. Donc pour l'étalonnage analyseur de gaz, donc là ça va être comme tout à l'heure, il va nous falloir 2 points pour toujours pouvoir faire notre ligne des analyseurs. Donc je vous redirai un petit peu après pourquoi il y a un analyseur d'oxygène, un analyseur de gaz carbonique de façon très rapide. Donc là c'était l'analyse précédente. Là on va faire en bleu, tout ce qui sera en bleu, que vous allez voir apparaître en bleu, c'est l'oxygène. Tout ce qui va être en rouge, ça va être le gaz carbonique. Vous voyez que quand on va refaire l'étalonnage, on va avoir une valeur de base, repos, état stable. On va ensuite avoir des variations tout simplement parce qu'il y a des variations quand le sujet va inspirer, ventiler. Donc on essaye de reproduire ces variations rapides. Il faut que l'analyseur soit assez rapide pour détecter ces variations. Puis ensuite, on refait un état stable pour une quantité d'oxygène élevée, une quantité d'oxygène basse, et la même chose pour le gaz carbonique. Et donc, on voit que la machine va se rapprocher, vous voyez, 20,83, 85. Là, elle redescend, tout simplement parce qu'on a changé, vous voyez. Et on va progressivement monter à la valeur de 20,93. Et il y a un facteur de correction qui va se mettre en place de toute façon, parce que la machine part du principe qu'elle analyse 20,93 et la quantité d'oxygène qu'il y a dans la bouteille. Donc vous voyez la vitesse avec laquelle les analyseurs sont quand même capables de mesurer, donc ça va très vite, ce qui est normal parce que quand vous ventilez à 40 cycles minutes, vous comprenez bien que la machine, il faut qu'elle suive quand même cette vitesse d'échange quand même. Voilà, et on va monter progressivement au 20,93, vous voyez 90, 91. Donc on voit qu'on est bien étalonné, et même chose pour le valeur. Donc voilà. Donc, vu qu'on va commencer le test, c'est pour ça que j'ai remis mon masque pour la réalisation du test d'effort. Je vous rappelle, même si vous êtes cardiologue, qu'avant toute épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux, vous devez réaliser une spirométrie. Alors, réaliser une spirométrie, c'est pourquoi? Tout simplement parce que vous avez normalement un paramètre que vous connaissez qui est la ventilation maximale.
La ventilation maximale minute qu'il va y avoir en fin d'effort, c'est la ventilation que va présenter le patient à la fin de l'exercice. Et cette ventilation maximale minute, on va la rapporter à la ventilation maximale théorique du patient. Or, cette ventilation maximale théorique, on va la calculer à partir du VEMS réalisé lors de la première spirométrie avant l'effort. Et il se trouve que comme on va tester un sportif, ils ont toujours des VEMS beaucoup plus élevés que monsieur tout le monde. Donc je risque de sous-estimer la ventilation maximale minute si je prends la valeur théorique, alors que là je vais prendre sa valeur réelle. Comment je vais faire? Eh bien la machine, on va faire la spirométrie, elle va calculer le VEMS, donc le volume expiré maximal en 1 seconde. Elle va le multiplier par un facteur de 35. Nous, ça nous arrive de temps en temps de le multiplier aussi par un facteur de 40, tout simplement, les ventilations sont tellement élevées chez les sportifs. Et donc je vais vraiment avoir la ventilation maximale minute du patient. Et je vais pouvoir, comme ça, avoir des comparaisons valables pour vérifier que ce n'est pas la ventilation maximale qui a limité le patient à l'effort, et donc que ce n'est pas une cause pulmonaire qui l'a limité. Donc c'est indispensable. Et puis, pour les cardiaques, là ce n'est pas le cas ici, mais je vous rappelle quand même que si je prends un patient coronarien, le premier facteur de risque, c'est le tabagisme. Et le tabagisme, ça joue sur les coronaires, mais ça joue aussi beaucoup sur les bronches. Et donc, on a beaucoup de coronariens qui sont bronchitiques, ils ne le savent pas tous. Et en fait, la cause de la dyspnée, ce n'est pas leur coronaire ou pas leur cœur, mais c'est leur poumon. Donc comme ça, si vous faites la spirométrie, vous allez pouvoir détecter un syndrome obstructif éventuel. Allez-y, on gonfle. Encore, et on souffle. Encore, un peu, un peu. Très bien. Prochaine fois, on gonfle. Allez-y, on gonfle. Encore, on souffle. Encore, un peu. Et on gonfle. Très bien. Donc la première était la meilleure. On va garder la première qui, moi, me va bien. Donc là, on a nos deux courbes. On va voir les résultats qui vont apparaître ici, les résultats chiffrés. Et la machine prend la meilleure combinaison qu'il y a entre les différents chiffres, comme on voit ici. Donc elle choisit ce niveau-là. Donc vous voyez par exemple qu'on est à une capacité vitale forcée de 121% de la théorique, 21% de plus, un VEMS de 23% supérieur. Donc vous voyez, si on était parti sur la base de la taille du poids du sujet, on aurait sous-estimé en réalité son VEMS. Si vous multipliez les 23% par 35, vous voyez la différence que ça peut apporter. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, c'est la courbe noire qui est la meilleure, le deuxième, qui donne le VEMS le plus grand, c'est-à-dire le volume expiré maximal en 1 seconde le plus élevé. Si on prend le temps de regarder nos deux courbes, la courbe bleue, première spirométrie, la courbe noire, deuxième spirométrie, et vous voyez, on se retrouve ici avec le point le plus élevé qui est le débit expiratoire de pointe, qui est ici, le DEP, c'est le plus élevé. C'est pour ça que l'on aurait tendance à dire que c'est cette courbe qui est la plus adaptée. En réalité, le VEMS le plus élevé, c'est dans la deuxième courbe qu'il a été mesuré. Donc c'est celle-ci qu'il faut retenir en réalité dans ce qui nous intéresse pour calculer la ventilation maximale minute du sportif. Allez, c'est parti. Donc on est à 100 watts pendant 2 minutes. Alors une des particularités qu'il y a aussi dans le test d'effort chez le cycliste, c'est qu'il ne faut pas imposer une fréquence de pédalage de 60 watts par minute comme on impose à tout le monde. Il faut que le cycliste prenne sa fréquence de pédalage où il est d'habitude et surtout bien lui préciser que ce qui est important, c'est qu'il ne change pas brutalement de fréquence de pédalage pendant le test d'effort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une relation entre la fréquence de pédalage et la fréquence cardiaque. Donc c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui pédale à 100 watts à 60 tours minute et tout d'un coup il monte à 80, il sera toujours à 100 watts, mais sa fréquence cardiaque va monter. Or, comme le sportif souvent se sert de sa fréquence cardiaque pour s'entraîner, ça peut perturber. Alors je sais que les plus grands, les cyclistes, les meilleurs maintenant actuellement ont des capteurs de puissance, ils travaillent avec le capteur, la puissance qu'ils développent sur leur pédale, mais la plupart travaillent à la fréquence cardiaque. Donc on peut pédaler à 80 tours minute, mais si on part à 80 tours, on essaye d'y rester. On peut pédaler à 95, on part à 95, mais pendant tout le test, il faut essayer de rester à 95 tours minute. Mais vous ne devez pas imposer à un cycliste d'être à 60 tours minute. Il n'est jamais à 60 tours minute sur son vélo, jamais. Il est toujours largement au-dessus. Donc là, on est sur un palier d'échauffement de 100 watts pendant 2 minutes. Vous voyez, on a 90 tours minute de fréquence de pédalage. Dans 15 secondes, ça va monter.
ça va changer de palier dans 10 secondes. On est dans un autre monde, comme je dis, chez les sportifs de haut niveau. Autre monde, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est toujours dans l'échauffement, hein, pour le cycliste qui est là. C'est à partir de 200-250 watts qu'il va rentrer vraiment dans l'effort. Hein, les cyclistes qui vont faire 400, 450 watts, 500 watts, vous vous doutez bien que si vous faites des paliers de 30 watts 3 minutes, vous êtes sûr d'être en retard à chacune de vos consultations, hein, surtout si vous ne vous attendiez pas à voir, si vous n'avez pas pris un créneau assez long. Donc il faut bien se rendre compte qu'on est à des puissances beaucoup plus élevées. Pour exemple, nous, dans notre service, le record, c'est 560 watts par un cycliste du Tour de France qui était plutôt un rouleur, qu'un grimpeur d'ailleurs. Et sur tapis roulant, nos records, c'est 25 km/h 4 minutes chez un coureur à pied et 22 km/h 4 minutes chez une coureuse à pied. Donc ça vous montre que c'est un monde qui est totalement différent de ce que vous voyez d'habitude. En gros, comme vous le voyez, le cycliste qui pédale là, il est encore à l'échauffement, là où la plupart des patients que vous voyez ont déjà arrêté le test d'effort. Allez, on continue comme ça, c'est très bien. Fréquence cardiaque, 102 battements par minute. Donc, vous voyez, 200 watts, 102 battements par minute, on a encore de la marge, ce qui confirme bien. Quotient respiratoire 0,8. Je vous rappelle que le quotient respiratoire, c'est le rapport de la production de gaz carbonique, VCO2 divisé par la consommation d'oxygène, VO2, et qu'on considère que le test d'effort est maximal quand on a dépassé 1,1. Donc 0,8, au repos, on est aux alentours de 0,75 à 0,85. Alors tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de savoir mesurer de temps en temps, de savoir où vous en êtes pendant le test d'effort. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à regarder si la puissance qui correspond de 200 watts correspond à la consommation d'oxygène qui est estimée à 2,6. Donc pour ça, c'est relativement simple puisque pour faire 1 watt, on consomme à peu près 10,5 millilitres d'oxygène. Et si jamais vous faites 200 watts, donc on va partir sur 11 millilitres d'oxygène. 200 watts, ça nous fait 2100 millilitres d'oxygène, plus la consommation d'oxygène de repos, donc c'est à peu près 350, ça fait 2,450, vous voyez, on était tout à l'heure à 2,5 litres, voilà, 2,5 litres. Ben là, ça prouve que c'est bon, le chiffre est valable. Donc il faut toujours essayer de temps en temps de vérifier qu'on est bien dans ces valeurs. Donc là, on est passé à 250 watts, en sachant que quand on dit que la consommation d'oxygène pour 1 watt, c'est environ 10,5 millilitres d'oxygène, c'est vrai avant le premier seuil ventilatoire. Parce qu'après, le métabolisme anaérobie rentre en jeu et effectivement, il y a une partie de l'énergie qui ne vient plus de l'oxygène que l'on consomme. 117 de fréquence cardiaque, 118. Allez, c'est impeccable. Donc vous voyez qu'ici, on a une pression artérielle qui est à 198/78, 200 mm de mercure pour 250 watts. C'est quelque chose de normal. En fait, pour savoir à peu près si on a une pression artérielle normale, il faut savoir que la pression artérielle à l'effort dépend de 2 facteurs, de l'âge et de la puissance développée. Donc, c'est-à-dire qu'à 200 watts, un sujet de 20 ans a une pression artérielle plus faible, systolique, qu'un sujet de 50 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tempérer nos valeurs et notre appréciation de la pression artérielle à l'effort. Donc sur la courbe que l'on a ici, qu'est-ce qu'on voit? On va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, la consommation d'oxygène qui est en bleu, production de gaz carbonique en rouge, la fréquence cardiaque en rose, et là vous avez la ventilation en marron. Donc ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va regarder les graphes de Wassermann. Le graphe de Wassermann, il y en a 9. Wassermann, c'est un physiologiste américain, c'est sûrement la personne qui connaît le mieux la consommation d'oxygène. Si vous êtes passionné, vous avez un très beau livre, le livre de Wassermann, qui est un gros livre basé essentiellement sur des cas cliniques, qui est vraiment passionnant et qui est mis à jour à peu près tous les 2-3 ans. Donc qu'est-ce que l'on voit? On va voir ce paramètre ici. Si vous regardez ce paramètre-là, vous avez quoi? Vous avez la fréquence cardiaque en rose et à côté, vous avez le pouls d'oxygène. Le pouls d'oxygène, c'est le rapport de la consommation d'oxygène rapporté à la fréquence cardiaque. Donc, c'est-à-dire, comme on sait que la consommation d'oxygène, c'est le débit cardiaque, fréquence cardiaque multipliée par volume d'éjection systolique, multiplié par différence artério-veineuse, eh bien, si j'enlève la fréquence cardiaque, il me reste le volume d'éjection systolique et la différence artério-veineuse.
À l'effort, l'évolution du volume d'éjection systolique est à peu près la même forme à peu près que la différence artério-veineuse. Normalement, le pouls d'oxygène doit augmenter tout au long de l'effort. Vous ne devez pas voir de plateau et encore moins de baisse. Si vous avez une baisse et que votre consommation d'oxygène monte, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite puisque la consommation d'oxygène monte. Et s'il y a une baisse du volume d'éjection systolique, ben vous n'avez pas beaucoup d'explications autres que soit il y a une fuite mitrale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le cœur se contracte, il renvoie de l'oxygène dans l'oreillette, donc il y en a moins qui passe dans l'aorte, ou bien il y a une ischémie éventuellement, qui fait qu'il y a une baisse de la contractilité et que le cœur ne peut plus éjecter beaucoup plus de le volume d'éjection systolique. Donc normalement, là vous voyez très bien, alors le petit rectangle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ici, bleu, que vous voyez, c'est la normale. Vous voyez que le cycliste, il est déjà largement au-dessus de la valeur attendue pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. En fait, effectivement, un athlète, à l'effort, il joue d'abord sur son volume d'éjection systolique. Pourquoi? Parce que la fréquence cardiaque maximale n'est pas augmentée par l'entraînement. La fréquence cardiaque maximale, on sait qu'elle dépend surtout de l'âge. 20 ans, 200 battements par minute. Ça, c'est que je sois champion du monde de vélo ou que je sois monsieur tout le monde. En réalité, le champion du monde de vélo va être un tout petit peu en dessous de 200 par minute, tout simplement parce qu'avec l'entraînement, la fréquence cardiaque maximale diminue, mais de 2, 3, 4 battements, donc ce n'est pas très important. Donc là, on est à 300 watts, fréquence cardiaque 135 battements par minute, conscient respiratoire 0,9, donc on reste encore dans quelque chose qui est de l'aisance ventilatoire. Alors, l'autre question qui est souvent posée par les cyclistes et pour les sportifs, c'est de déterminer les seuils ventilatoires. Donc le seuil ventilatoire, pour le déterminer ici, souvent, on peut regarder la ventilation. Alors pour ça, on peut agrandir la ventilation et regarder s'il y a une cassure. Vous voyez, là, on ne voit pas de cassure vraiment très franche de la ventilation. Après, on peut toujours aller regarder sur ce qu'on appelle les équivalents respiratoires. Les équivalents respiratoires, vous avez l'équivalent respiratoire en oxygène qui est la courbe bleue, l'équivalent respiratoire en gaz carbonique qui est la courbe rouge. Alors qu'est-ce que c'est que l'équivalent respiratoire? L'équivalent respiratoire en oxygène, c'est le nombre de litres que je ventile pour consommer, pour apporter 1 litre d'oxygène. L'équivalent respiratoire en gaz carbonique, c'est le nombre de litres que je ventile pour éliminer 1 litre de gaz carbonique. Et on voit qu'il y a un parfait équilibre pour le moment, il n'y a pas eu de cassure, donc je n'ai pas encore franchi le premier seuil ventilatoire. Là, vous avez vu, on est passé à 325 watts parce qu'il s'avère qu'on est très proche du seuil ventilatoire. Donc, le protocole, à ce moment-là, augmente de 25 watts, mais chaque minute. Tout à l'heure, c'était 50 watts de minute. 25 watts chaque minute, ça veut dire qu'on garde le même incrément, en fait, d'effort. Mais comme on va avoir des cassures, des paliers moins importants, on ne va pas rater la cassure qu'on attend, qui va apparaître bientôt sur ces courbes-là. Donc là, vous voyez par exemple que pour amener 1 litre d'oxygène, je ventile à peu près 23 litres et que pour éliminer 1 litre de gaz carbonique, je ventile à peu près 28 litres. Alors cette courbe-là, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de la VO2, eh bien on la retrouve ici. C'est la relation entre la ventilation, débit ventilatoire, et l'élimination du gaz carbonique. Le triangle que vous voyez, c'est la norme. Donc vous voyez que là, on est parfaitement dans la norme. Et vous voyez que pour éliminer 2 litres de gaz carbonique, on doit ventiler à peu près 40 litres, 45 litres à peu près de ventilation. Et là, chez ce sujet, on est à peu près à 43 litres, donc on est parfaitement dans les normes. Donc là, on est déjà à 375 watts. Hein, vous voyez qu'on ne voit pas vraiment encore le premier seuil ventilatoire. Alors, le piège un tout petit peu chez les cyclistes, surtout à cette période de la saison, c'est qu'ils sont tellement entraînés un petit peu en endurance que vous voyez, il y a une petite dérive en réalité de notre courbe. C'est-à-dire qu'ils jonglent en permanence, leur métabolisme aérobie et anaérobie reste à peu près équilibré en permanence. Nous, monsieur tout le monde, il y a longtemps qu'il aurait cassé. Et eux, ça se voit un tout petit peu moins nettement. Là, je pense qu'on est en train d'y arriver. Vous voyez qu'on a l'impression que ça monte un petit peu. On est à 0,9 de quotient respiratoire. Donc, on va se rapprocher, je pense, bientôt de la cassure. Allez, c'est là qu'on s'accroche, 375 watts. Ça va bientôt être 400 watts dans 7 secondes. Allez, on reste bien concentré. On tire, on pousse et c'est bon. C'est passé à 400 watts. Allez. Alors, vous avez d'autres façons de trouver le premier seuil ventilatoire. C'est ce qu'on appelle la courbe de Beaver, c'est-à-dire la relation entre VCO2, ici, et VO2. Et quand on va voir la cassure entre VCO2 sur VO2, vous voyez, on n'en voit pas vraiment encore pour le moment. On sera au premier seuil ventilatoire. Le deuxième seuil ventilatoire, donc si on se résume, si on vient de voir ce qu'on a dit,
Quand on va voir vraiment augmenter l'équivalent respiratoire en oxygène, on va être au premier seuil ventilatoire. Et quand on va voir augmenter l'équivalent respiratoire en gaz carbonique, on va être au deuxième seuil ventilatoire. Quand je regarde le premier seuil ventilatoire, c'est la relation entre VO2 et VCO2. Là, vous voyez, on voit que ça commence à... On est au premier seuil ventilatoire. D'ailleurs, on peut même l'entendre cliniquement. Et le deuxième seuil ventilatoire, enfin, il va se voir quand on aura une cassure très nette entre VE et VE sur VCO2. Donc là, on s'approche du deuxième seuil ventilatoire. Regardez, on voit une cassure dans la première courbe, dans la courbe de VCO2. Donc on est à 450 watts, ce qui est quand même très impressionnant pour le deuxième seuil ventilatoire, où la plupart des gens ne vont pas, parce que là, c'est vraiment où on en a marre, ça commence à être dur. Hein, Thibaut? Et donc ici, à mon avis, le premier seuil ventilatoire, je pense qu'on va pouvoir le situer par ici, on y reviendra à la fin du test. Allez! Allez, on va aller chercher 174 de fréquence cardiaque, c'est parti, 500 watts. Allez, super, très très bien. Allez! Allez! Allez, on continue, on tire, on pousse, encore, allez. Allez, ça va le faire, super, allez. Allez, on continue, ça monte encore la consommation d'oxygène, il y en a encore un peu, allez. Allez, hop, allez, on continue. Allez, il va rester 20 secondes à 500 watts, allez, on continue, allez. Allez, c'est super. Allez, on continue. Encore un peu. Allez, hop. 10 secondes à 500. Allez, on continue. Encore. Allez. Voilà, c'est bon, c'est relancé. Là, ça tourne rond, ça tourne encore rond. Allez, c'est parti. 525. Allez, on y va, ce sera le record. Super. Il n'y en a pas beaucoup qu'on fait plus de 525, qu'on fait les 525 ici. Encore. Allez, Thibaut, allez. Allez, on y va, allez, viens. On baisse pas les bras là, maintenant. Hein. On a fait le plus dur là. Allez, on continue. 176 de fréquence cardiaque. Allez, encore un peu. 179. Allez, hop. Il va rester 30 secondes. 30 secondes pour finir le palier. Allez, c'est bon. Allez, on continue. Encore un peu. Allez. Encore un petit peu. Encore un peu. Allez, on continue. Allez, encore un tout petit peu. 12 secondes, allez. Allez, encore un peu. Allez. Allez, 10, 8 secondes, 8, allez. Hop. Allez, encore un peu. Allez, c'est super, bravo. Voilà, ça redescend, la puissance va redescendre. Allez, super, bravo. Hein. Très, très bien. Sur ce vélo-là, ça vaut bien 25 watts de plus. Hein. Pardon. Juste regarder à quelle puissance il est. Voilà, on a mis un peu de puissance pour la récup. Voilà. Ah, ça réchauffe, hein? Ah ben on a bien senti. Par contre, vous avez été capable d'en remettre au dernier quand même, c'est pas mal. Hein, derrière, ils couinaient un peu, je les entendais les mecs derrière. Donc là, on voit sur cette courbe la consommation d'oxygène qui est en bleu, et vous voyez, alors c'est ce que je disais, c'était que en fait, pendant l'effort, il ne faut pas penser que la ventilation est parfaitement stable. Hein. La ventilation, elle varie à chaque cycle respiratoire. C'est pour ça que vous avez ces petits pics. Hein. Mais on pourrait très bien lisser, qu'il n'y ait pas du tout de pic. Il suffit de prendre un moyen âge sur 15 cycles par minute, et à ce moment-là, j'aurais pratiquement plus. Et là, vous voyez, il y a un plateau. Donc là, on a l'effort maximal. On était à 1,14 ou 1,15 de quotient respiratoire. Donc on était vraiment au maximum. Et puis de toute façon, on sait bien qu'avec les cyclistes, il n'y a pas de problème, ils vont vraiment au bout de ce qu'ils peuvent faire. Un autre paramètre que je voulais vous montrer, c'était donc le pouls d'O2, hein, qui restait bon ici. Là, j'ai arrêté un petit peu avant, la courbe est venue un tout petit peu après. Mais vous voyez, on a une montée du pouls d'O2. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'au début de l'effort,
le cycliste utilise vraiment le volume d'éjection systolique et la différence artério-veineuse et la fréquence cardiaque pas trop. Et puis après, il y a une cassure et c'est la fréquence cardiaque qui va reprendre l'intérêt. Donc si on regarde ici, alors je vais essayer. Voilà, alors là on voit très bien. Vous voyez quand on a toute la courbe, donc ça aussi c'est un petit conseil que je vous donne. Ne vous affolez pas pendant le test si vous n'avez pas bien les seuils ventilatoires. Attendez l'ensemble de la cinétique et vous verrez qu'on le voit. Par exemple ici, on voit très bien une ventilation et une cassure. Donc on a le premier seuil ventilatoire qui est à peu près ici. Hein. Et puis quand on va remonter ici, on va avoir une deuxième cassure. Donc là j'ai bien mon premier seuil et mon deuxième seuil, je l'ai très bien sur la cassure de la courbe rouge. Et vous voyez, le cycliste a été capable, alors qu'il rentre là vraiment dans ce qui est dur, là où monsieur tout le monde s'arrête, et lui il est capable de continuer pendant à peu près 3-4 minutes l'effort. Hein. C'est quand les gens vous disent qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils ont les cuisses qui vont faire exploser le cuissard, et bien c'est à peu près ça, mais eux ils y restent. Alors, le premier seuil ventilatoire, c'est important pour la réadaptation cardiovasculaire. C'est ce qu'on utilise. On n'utilise jamais le deuxième seuil ventilatoire. Mais le sportif, il va utiliser les deux. Bien, on a fini ce test d'effort. Alors, comme vous avez vu, on a un cobaye, entre guillemets, qui était exceptionnel, hein, puisque c'est une performance 525 watts. C'est quand même pas si fréquent que ça, même chez les cyclistes. Hein, on n'en a pas tant que ça dans notre service qui fait cette performance. Donc, comme on l'a vu, et j'espère que vous en êtes convaincus, l'épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux, ce n'est pas si compliqué que ça. Hein, comme on l'a vu, on se rappelle un peu de la physiologie, on est rigoureux et normalement, on doit toujours s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de façon essentielle lorsqu'on va interpréter le test d'effort, sans rentrer dans les détails, les messages les plus importants? Premièrement, pendant le test d'effort, pensez une fois, par exemple au troisième palier, à vérifier que la VO2 qui s'affiche correspond bien à la puissance. Si à 100 watts, vous avez 5 litres de VO2, ce n'est pas possible. Si à 100 watts, vous avez 0,5 litres de VO2, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre machine, votre équilibre, ou des fuites, par exemple, ou l'étalonnage. Deuxième point, est-ce que l'effort est maximal ou pas? Les deux critères principaux, c'est le quotient respiratoire supérieur à 1,1 et si vous pouvez avoir le plateau de VO2. Là, on l'a eu, mais on ne l'a pas toujours. Donc, quotient respiratoire supérieur à 1,1 et puis surtout l'épuisement de la personne. Quand la personne n'arrive plus à maintenir les 50 watts ou les 60 watts chez le malade, bah, c'est qu'il n'en peut plus. Même si c'est parce qu'il a mal aux jambes, il n'en peut plus. Donc, il est épuisé, il a fait son effort maximal. Après, vous devez regarder le paramètre ventilatoire. Est-ce que c'est les poumons qui limitent? Pour ça, vous devez vous rapporter à la ventilation maximale en fin d'effort. Il doit y avoir 30% entre la ventilation maximale de fin d'effort et la ventilation maximale théorique. Pourquoi? Parce qu'à la fin d'un effort, je n'atteins pas ma ventilation maximale. Ça veut dire que si je demande au sujet de respirer plus vite à la fin d'effort, il peut le faire. Ça ne lui sert à rien parce qu'il ventile que ses bronches, mais il peut le faire. Donc on n'atteint jamais cette valeur-là. Si jamais vous l'atteignez, c'est qu'il y a un problème pulmonaire. Après, vous allez vous brancher sur le problème cardiologique. Problème cardiologique, bien sûr, je regarde l'électrocardiogramme, trouble du rythme, fréquence cardiaque qui monte pas assez, fréquence cardiaque qui monte trop vite. Et ça me permet de vous rappeler que vous devez toujours regarder la cinétique des courbes et non pas seulement une valeur. Même quand la fréquence cardiaque, en fin d'effort, la valeur maximale n'est pas très élevée, regardez comment elle monte, cette fréquence cardiaque. Si c'est une insuffisance chronotrope, elle va être tout en basse. Sinon, elle va monter très vite, puis tout d'un coup, plafonner. Et bien sûr, on élimine les troubles du rythme. Si je regarde maintenant l'analyse des échanges gazeux, je vais regarder mon pouls d'oxygène. C'est le pouls d'oxygène qui m'apporte le plus de choses pendant un test d'effort au niveau cardiologique. Le pouls d'oxygène doit monter, peut-être un tout petit peu plafonner en fin d'effort, mais jamais baisser. S'il baisse, vous êtes sûr qu'il va y avoir un problème cardiologique. Et puis si jamais vous êtes en dessous du petit rectangle qu'on avait vu, que l'on voit ici, si vous êtes en dessous, eh bien ça veut dire que c'est plutôt le cœur qui est responsable de l'arrêt du test d'effort. Pour que ce soit un déconditionnement, il faut vraiment qu'on soit juste en dessous. Mais si vous êtes à ce niveau-là, vraiment nettement en dessous, c'est le cœur qui est en cause. Et puis enfin, les muscles, qui sont la troisième cause d'arrêt de l'effort, ben la première chose que vous devez regarder, c'est le premier seuil ventilatoire. Le premier seuil ventilatoire, il est normalement à 60% de VO2 max. S'il est avant 60% de VO2 max, vous avez quelqu'un qui est déconditionné. Et là, le réentraînement va vous permettre de tout récupérer. Et puis, l'interrogatoire, à la fin de l'effort, pourquoi je me suis arrêté? Parce que j'avais trop mal aux jambes, j'ai un seuil ventilatoire un peu précoce, c'est déconditionnement musculaire. Donc voilà les signes principaux que je peux vous donner pour ne pas vous tromper pour l'interprétation. Et puis après, il y a des choses un tout petit peu plus fines, mais on pourra en parler lors du temps questions-réponses.
Alors, en cette période de Covid, on a été forcé de prendre des précautions pour les tests d'effort avec analyse des échanges gazeux, mais même sans analyse des échanges gazeux. On va déjà voir ces précautions qu'on ait analyse ou pas des échanges gazeux. Au début, il y a eu quand même beaucoup de bruit, un petit peu, on ne savait pas trop où on allait. Maintenant, ça a changé, on a un peu plus de recul. Donc, bien sûr, on respecte les gestes barrières. On va faire en sorte de ne jamais faire le test d'effort avec le patient en face de nous. S'il faut que plutôt le personnel soit derrière, mais pas derrière, juste derrière, plutôt décalé un petit peu en quinconce, tout simplement parce que quand on ventile, l'air nous entoure notre corps et passe derrière nous. Donc, il faut s'écarter un tout petit peu. L'idéal, nous, dans notre équipe, on fait le test sur le côté. Les gens, les personnels est sur le côté. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et surtout, on peut surveiller le patient. Il faut quand même penser à surveiller le patient pour sa sécurité. Il faut qu'on ait, nous, tout le matériel, masque, gestes barrières classiques. Et bien sûr, il faut que le patient, alors la question posée, c'est est-ce qu'on leur laisse le masque ou pas? Moi, pour être franc avec vous, quand je fais un test et que le patient monte dans des puissances assez intenses, je ne lui laisse pas le masque normal parce que, amusez-vous, et vous, je crois que vous ne le garderez pas longtemps le masque quand vous dépassez le premier seuil ventilatoire, plus la sueur. Alors les patients très limités, des fois, ils peuvent quand même le faire. Bien sûr, on désinfecte tout et surtout, ce qu'on oublie le plus souvent, c'est qu'on aère. On aère. Un test d'effort, ça se fait dans une pièce où il y a des fenêtres parce que de toute façon, Covid ou pas Covid, il faut aérer. Et nous, généralement, on met le patient face à la fenêtre et la fenêtre ouverte quand il ne fait pas trop froid dehors. Alors après, quand on fait les tests d'effort avec analyse des échanges gazeux, il y a la question de ce filtre, le filtre que vous voyez là, qui élimine pratiquement toutes les infections ou les germes possibles. Donc il y a eu un grand débat sur ce filtre, tout simplement parce que dans les hautes ventilations, il représente un frein non négligeable. Donc moi, pour vous donner notre exemple, nous, chez les sportifs de bon niveau, on ne met pas le filtre. De toute façon, ils vont perdre énormément au niveau performance. Chez Monsieur Tout-le-Monde, on peut mettre le filtre. Il va être un peu gêné dans les derniers paliers, mais en fait, il ne va pas tellement s'en rendre compte. Donc je crois franchement que ce n'est pas utile. Enfin, nous, on a fait depuis la Covid pas mal de sportifs de haut niveau sans filtre. On n'a jamais eu de problème à partir du moment où on est bien sûr écarté et à distance du sportif de façon importante. Après, il y a eu ce débat au niveau des analyseurs. Donc c'est ce qu'on fait toujours, c'est que chaque fois qu'on change de turbine ou qu'on l'enlève du patient, par exemple après la spirométrie, qu'on le remet sur le débitmètre, le système de débimétrie, eh bien il va falloir nettoyer la turbine et le système de débitmètre avant de le remettre tout simplement. Parce que les germes ne vont pas remonter à l'intérieur du petit câble qui va revenir jusqu'au bout. C'est plusieurs comités d'hygiène l'ont bien dit. Donc voilà un petit peu ce qui, à mon avis, suffit au niveau de la sécurité. Alors le protocole va dépendre en fait de notre patient. C'est-à-dire que la première question que vous devez savoir, c'est est-ce qu'il fait de l'activité physique, est-ce qu'il n'en fait pas? S'il en fait, qu'est-ce qu'il fait? Après, si le patient a bien sûr des limitations pulmonaires, etc., ou cardiaques intenses, le protocole le plus classique, à mon avis, c'est 10 watts par minute. Certains commencent à 20 watts et font 10 watts par minute. Mais c'est pour la plupart des patients un peu au moins moyen, c'est le minimum. Si jamais j'ai des patients à visée coronarienne, à détection coronarienne, donc des gens qui ne font pas d'activité physique, on va partir sur la puissance maximale théorique que le patient doit réaliser. Quand vous allez rentrer l'âge, le poids, la taille, le genre de la personne, vous allez avoir une puissance théorique qui va s'afficher. Si vous avez cette puissance théorique et que vous passez par exemple sur des paliers de 30 watts, l'effort doit durer 12-15 minutes. Là aussi, il ne faut pas s'affoler sur les 12 minutes. Il y a eu un papier qui a dit qu'il fallait 12 minutes. Et il y en a des tas d'autres qui n'ont pas confirmé. En particulier chez le sportif, on peut faire des protocoles un peu plus longs. Donc il ne faut pas s'affoler, mais on va partir sur 12-15 minutes. J'ai la puissance maximale. Je fais des paliers de temps de minutes, 2 minutes par exemple. Je peux calculer à quelle puissance je dois commencer pour arriver au bout de 12 minutes à ma puissance maximale théorique. Le piège qu'il y a, c'est que si vous avez affaire à un sportif, alors il y a une méthode totalement empirique, mais savoir que quand je fais 2 heures de sport par semaine, je ne prends pas la puissance maximale théorique, mais je prends 120% de cette puissance maximale théorique. Donc 20% de plus que la puissance maximale théorique quand je fais 2 heures de sport par semaine, 40% quand je fais 4 heures de sport par semaine et 60% quand je fais 6 heures de sport par semaine. Ce que j'appelle du sport, c'est du sport où je suis au premier seuil ventilatoire. Donc en réalité, c'est plutôt des gens qui font 4, 6 et 8 heures de sport par semaine, puisqu'on n'est pas toujours au premier seuil ventilatoire. Et avec ça, on tombe à peu près sur les chiffres que l'on attend. Alors ça, c'est intéressant parce que, à l'inverse, si vous avez un sportif
qui vous dit qu'il fait 4 heures de sport par semaine et qui fait 100% de la puissance maximale théorique de monsieur tout le monde, il y a un problème. Il devrait faire 140%. S'il fait moins, ça veut dire qu'il faut chercher chez ce sportif quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, rampe ou protocole en créneau, ça c'est le grand débat. Moi, je ne suis pas un fervent de la rampe, pour être franc, et surtout parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre ce protocole en place. Mais en fait, le protocole de la rampe, si vous voulez, c'est qu'on dit toujours qu'on obtient des puissances plus élevées parce que le protocole de la rampe, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire simplement qu'en permanence, vous avez la puissance qui augmente en permanence. C'est-à-dire que la puissance va augmenter par exemple de 10 watts ou 20 watts, mais tout au long de la minute. On ne passe pas de 50 à 60 watts, mais on passe de 50 à 51, 52, etc. On arrive à 60 watts au bout d'une minute. Donc c'est effectivement plus doux, hein, mais si vous avez l'habitude, que vous connaissez votre patient, que vous l'avez bien interrogé avant, vous êtes parti sur le protocole, la recherche de protocole comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas vraiment de grande différence à mon avis. Alors, quel ergomètre chez le sportif? Ça dépend à qui vous avez affaire. Sportif malade, a priori c'est le vélo. Sportif pas malade qui vient pour son entraînement, c'est son ergomètre. Alors nous à Rennes, on a la chance d'avoir plusieurs ergomètres. On a le vélo, on a le tapis, on a l'ergomètre à bras pour le kayak et on a le rameur pour les spécialistes d'aviron. On n'a toujours pas investi dans la piscine, hein. J'essaye, mais je n'arrive pas pour l'instant à convaincre l'hôpital de le faire. Mais donc ça veut simplement dire qu'avec ces 4 protocoles, je peux répondre. Pourquoi? Parce que si vous mettez un cycliste sur un tapis, vous le défavorisez. Si vous mettez un marathonien sur le vélo, ce n'est pas du tout les mêmes muscles vélo tapis, puis vélo marathon, puisque le marathonien va travailler beaucoup sur l'arrière de ses cuisses, alors que le cycliste c'est plutôt le quadriceps, et tous les marathoniens s'arrêtent sur le vélo avant d'être au maximum au niveau cardiaque. Ils s'arrêtent parce qu'ils ont mal aux cuisses. Ce qui me permet de vous rappeler que la fréquence cardiaque maximale théorique n'est pas un critère d'arrêt de l'épreuve d'effort, c'est un critère de maximalité. Donc votre marathonien, vous l'arrêtez parce que vous pensez qu'il est bloqué, mais il est arrêté au niveau des cuisses. Donc le coureur à pied, vous le mettez sur le tapis roulant. Par contre, au niveau du protocole, vous faites attention, un marathonien, ne lui mettez pas de la pente, prenez pas les protocoles Bruce, etc. Non, il faut que vous couriez toujours à peu près à une pente de 0 ou 1%, et puis que vous les accélériez progressivement. Pourquoi? Tout simplement parce que le marathonien, s'il n'est pas spécialiste de trail, c'est-à-dire de course en montagne, quand vous allez lui mettre une pente comme ça, vous avez quand même une chance non négligeable de lui créer une tendinite, et elle ne viendra plus vous voir. Donc, le marathonien, pour la performance, on ne parle pas du marathonien malade qui lui sera testé sur vélo aussi, et le cycliste, eh bien, il doit être sur un vélo aussi, parce que c'est le vélo, comme on l'a vu, il faut que ce soit un vélo adapté si possible à la performance pour le cycliste. Alors la mesure de la pression artérielle automatique, avec ces systèmes qui la prennent automatiquement, il faut déjà mettre une limite, c'est qu'il n'y a pas de machine qui soit vraiment validée à l'effort. Alors il y a des machines qui ne fonctionnent pas du tout et il y a des machines qui fonctionnent bien. Mais bien, ça veut dire quand même avec 20%, voire 30% d'erreur, surtout quand on atteint des fréquences cardiaques très très élevées, parce que dans les fréquences cardiaques très très élevées, la machine elle a du mal à mesurer, à avoir le temps. Donc, ceci dit, il ne faut pas non plus le jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que quand vous mesurez la pression artérielle à l'oreille et que le patient ou le sportif fait en particulier des puissances très élevées, bien souvent, on a du mal à mesurer. Alors, si vous vous amusez à demander à la personne de lâcher le bras et tout quand il est à 500 watts, je peux vous assurer qu'il ne le fera pas, le cycliste. Il ne vous écoutera pas, il restera les mains sur son guidon. Donc, nous, dans notre équipe, on utilise la mesure automatique. Et pour être franc, chez les sportifs de très haut niveau, les derniers paliers, on ne mesure pas. Pourquoi? Parce que c'est un profil tensionnel d'effort qu'on regarde, ce n'est pas une valeur donnée. Et moi, la dernière puissance qu'on développe à 500 watts, elle m'importe très peu. Je sais qu'il est au-dessus de 30 de tension artérielle systolique, 300 mm de mercure. Donc, oui à la mesure automatique, en connaissant les limites. Et quand vraiment ça ne marche pas, là, je repasserai en manuel. Alors, effectivement, quand on est sur le tapis roulant, souvent on me dit « mais c'est impossible d'avoir un bon tracé quand on court, il y a les artefacts avec les mouvements, les chocs à chaque fois qui peuvent donner ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire un faux sous-décalage de ST ». En réalité, si on fait attention, on peut avoir un tracé de bonne qualité. Pour ça, il faut
mettre des électrodes de bonne qualité, préparer la peau avant. Normalement, on devrait toujours le faire, on ne le fait pas tous, mais il faut frotter la peau un petit peu avec pas une toile émerie, mais quelque chose qui gratte. D'ailleurs, il y a des électrodes derrière laquelle il y a un petit grattoir, c'est fait pour ça, c'est fait pour gratter la peau. On met l'électrode dessus, et puis nous, on remet, alors soit vous mettez 2 bandes de scotch pour la tenir, nous on a des ceintures qu'on met autour de la poitrine, ou un gilet. On peut mettre un gilet que le sujet va passer par le cou, qui est avec vraiment comme un débardeur, si vous voulez, et qui colle les électrodes. Et avec ça, on a dans 90%, je dirais jamais 100%, parce qu'en médecine, 100%, on ne l'a jamais, mais dans 90% des cas, un tracé tout à fait exploitable. Si vous avez un souci, ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est arrêter le protocole, arrêter le tapis, enregistrer 10 secondes, et puis vous refaites repartir le tapis, où le sujet le fait.